Pour devenir écrivain fantôme, il y a 2 critères. OK. Ils ne sont pas dits du tout, hein. C'est avoir déjà été publié au moins une fois à compte d'éditeur et être convoqué à une résidence d'auteur. C'est du business, donc il y a un service marketing, c'est-à-dire que ces gens-là, qui sont très compétents et très professionnels, ils sont capables 6 mois avant de savoir ce que toi et moi et les gens qui nous regardent on va avoir envie de lire. Comment veux-tu qu'ils sortent 2 livres par an en étant 3 mois en promo par an, c'est-à-dire sans écrire, pour les plus célèbres. Il faut qu'ils dorment, ces gens-là, il faut qu'ils mangent, ils ont une vie de famille. Mais quand je dis qu'ils sont pris dans un système qui est ce qui est, et que j'ai le plus grand respect pour eux, c'est que c'est pas un choix de leur part. Personne ne doit savoir la personne pour qui tu l'écris. Ouais. Mais sinon, c'est quoi? C'est faute professionnelle, rupture de contrat immédiate? Oui. Et tu peux t'attaquer en justice? Oui. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, un épisode que j'ai choisi, enfin que je n'ai pas choisi, mais que nous avons encore une fois dû tourner à distance puisque mon invité était assez dur à faire venir. Un invité très particulier. C'est un entretien qui s'inscrit un petit peu dans la lignée de ces entretiens qu'on avait fait où j'avais le plaisir de vous faire découvrir certaines professions peu connues. On avait reçu Monsieur Gilou qui était venu nous parler du métier d'instituteur, Jean-Pierre Colombiès du métier de policier, et puis on avait reçu Gilles Morino qui lui venait nous parler d'un métier peu connu puisqu'il était bouquiniste parisien. Et là, mon invité de ce soir a lui aussi une profession particulièrement atypique, une personnalité peu connue que l'on qualifiait dans ma jeunesse avec un mot politiquement fort peu correct et heureusement non plus employé aujourd'hui pour désigner cette profession. Mais on parlera plutôt en ce jour de tournage qui est fait le jour d'Halloween d'écrivain fantôme ou ghostwriter, comme le disent les américanoïdes mentaux du chat. Bonsoir Patrick Pelletier. Bonsoir, monsieur Greg. Ça Bonsoir à me fait tous. des plaisirs de te rencontrer. Je vais te poser une question très simple pour commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je m'appelle Patrick Pelletier. Ça, c'est pas un scoop. Je suis français avant tout. Je suis également citoyen canadien depuis quelques années. Épicurien dans l'âme, je dirais. C'est ce qui va me définir le mieux, là. Et puis jusqu'au bout des ongles, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur des mots. J'ai été industriel, j'ai été pilote automobile en Europe. Par la suite, j'ai été animateur radio. Donc ça, c'était plus à Québec. Bref, un parcours vraiment peu banal. C'est comme si j'avais eu plusieurs carrières, plusieurs vies en une seule. Le point commun dans tout ça, c'est que j'ai toujours écrit. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé gribouiller dans mon coin, etc. Je le faisais déjà à l'époque, c'est marrant, hein, en secret, surtout quand j'étais dans le sport automobile. C'était à peu près la même chose que de dire que tu étais ballerine. Donc ça me servait d'exutoire, de moyen de concentration, etc. Et puis depuis quelques années, comme tu l'as dit, je suis écrivain fantôme, c'est-à-dire que j'écris pour les autres. C'est un métier extraordinaire auquel je dois énormément et que je m'apprête à quitter en même temps que la parution de mon roman La profondeur du lac qui sort en France là. C'est tout chaud. Voilà, à vous les studios. Mais comment? Je pense qu'en fait, il y a trop de questions qui fusent et celles que j'oublierai seront très certainement posées par le chat. Première question, très simple. Comment tu as été recruté? Je saurais même pas vous dire, à vous qui nous écoutez là, comment j'ai été repéré. Mais ce qui est certain, c'est que pour devenir écrivain fantôme, il y a 2 critères. Okay. Ils ne sont pas dits du tout, hein. C'est avoir déjà été publié au moins une fois à compte d'éditeur, ce qu'on appelle, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, et être convoqué à une résidence d'auteur. Sauf que moi, quand je suis allé en résidence d'auteur, je pensais que c'était, je vais me la jouer cool, on va m'offrir l'hôtel et la bouffe pendant une semaine, je vais faire qu'écrire, je vais rencontrer des gens qui se la racontent un peu, comme on dit, qui se la pètent, mais je vais apprendre forcément des trucs, quoi. Et puis c'était pas ça, c'était une sélection, on était à peu près une dizaine de mémoire, 10-12, et on nous a fait passer des tests. Donc je comprenais pas trop où j'allais. Puis quelques mois après, on m'a rappelé en me disant que j'avais le profil qui correspondait. Et à partir de là, je me suis dit, moi, l'ego, j'ai pas envie qu'il soit surdimensionné. Qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que c'est écrire ou est-ce que c'est essayer d'être connu?
Voilà. Donc j'ai rapidement compris que pour faire ce métier-là, qui m'a énormément appris, parce qu'en fait, j'avais juste des bases, j'avais pas la technique et le niveau professionnel que j'espère avoir maintenant, ben, je l'ai appris en étant dans l'ombre, en écrivant pour les autres, certes, et des gens de plus en plus connus. Donc, quand tout à l'heure, je te disais qu'on avait été une douzaine, je sais pas trop, mais dans les 12, ça m'étonnerait que j'ai été le seul à être pris à cette résidence d'auteur. Mais ils ont dû détecter que moi, j'étais compatible avec tel ou tel type d'écrivain, puis la dame à côté était compatible avec d'autres. Puis on ne pourra jamais inverser, quoi. Voilà. Comment tu vois les auteurs pour lesquels tu as été recruté? Parce que on pourrait penser à juste titre que tu pourrais avoir une sorte de mépris pour des gens qui te font faire leur travail à leur place. J'ai un profond respect pour les auteurs, envers les auteurs pour qui j'écris. Parce que ils font partie d'une machine et très clairement, ils sont aussi capables d'écrire ce que j'écris pour eux, même mieux que ce qu'ils écriraient eux-mêmes. C'est là où il faut comprendre, je ne sais pas, peut-être c'est le moment d'expliquer ça, pourquoi ils sont pris là-dedans. C'est qu'ils sortent un livre et demi par an, voire 2 des fois. Ces auteurs-là, très connus, faut bien comprendre, encore une fois, que pendant qu'ils sont en promotion, des fois les livres sont traduits en 10, 12 langues, donc ils font le tour de la planète, ils vont faire des séances de dédicaces à droite à gauche, c'est un temps d'écriture qu'ils n'ont plus. Techniquement, tout compris, je ne veux pas rentrer dans la technique, parce que le temps d'écriture, c'est pas le plus gros pourcentage du temps consacré à la production d'un manuscrit. Il y a beaucoup de travaux avant, il y a beaucoup de travaux après, mais techniquement, tout compris, ça prend à peu près une année. Donc comment veux-tu qu'ils sortent 2 livres par an en étant 3 mois en promo par an, c'est-à-dire sans écrire, pour les plus célèbres, hein. Il faut qu'ils dorment, ces gens-là, il faut qu'ils mangent, ils ont une vie de famille. Mais quand je dis qu'ils sont pris dans un système qui est ce qui est, et que j'ai le plus grand respect pour eux, c'est que c'est pas un choix de leur part. Voilà. Et attention, si vous prenez l'œuvre dans les, je sais pas moi, dans les 5-10 premiers plus gros vendeurs en francophonie mondiale de romans, bien entendu qu'il y a des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes. Donc en gros, si je résume, les auteurs choisissent pas toujours quand ils ont envie d'écrire, en tout cas quand il faut qu'ils aient envie d'écrire, ils choisissent au moins leur sujet. C'est du business, donc il y a un service marketing, c'est-à-dire que ces gens-là, qui sont très compétents et très professionnels, ils sont capables 6 mois avant de savoir ce que toi et moi, et les gens qui nous regardent, on va avoir envie de lire. Donc les sujets, ce qu'on appelle les synopsis, un résumé en 2 pages d'une histoire qui devrait parler de ci, de là, comme quand je te ferai mon pitch pour mon livre, je te résume l'histoire. On nous fournit ça. C'est pas forcément un sujet sur lequel a envie d'écrire l'auteur pour qui j'écris, mais c'est la prochaine tendance. C'est pour ça qu'il y a des catalogues en édition. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un marché. C'est-à-dire que tu as l'édition, en fait, une partie de l'édition, c'est des types qui vont analyser les tendances, qui vont faire de l'ingénierie sociale et qui vont dire dans 6 mois, ça parle des trans, donc il faut que Onfray ait fait un truc sur le machin parce que ça colle bien et que ça sort. Ça y est, ça part. Avant qu'ils fabriquent, il faut qu'ils soient sûrs que le produit va être acheté. Donc, moi, j'appelle ça le service marketing. Comme tu veux. Mais c'est la base, quoi. Voilà, c'est la matière première. On va nous donner ça. Mais je pense que j'espère le savoir un jour, parce que ça veut dire que je serai dans le gratin, je jouerai dans le même précaré que mes petits amis. Mais on peut nous donner des tendances, et puis n'importe qui a envie de publier un livre peut très bien contacter une maison d'édition en disant, voilà, j'ai l'idée de tel sujet, est-ce que ça a déjà été écrit 2000 fois, est-ce que c'est à la mode, avant de commencer à écrire. Donc ça donne une tendance. Là, il y a des millions en jeu, donc il ne faut pas se tromper sur la tendance. Ce serait simpliste de dire le milieu littéraire est complètement pourri? Ben, le milieu littéraire, moi je compare ça un peu au milieu politique. Depuis les affaires de Kennedy et compagnie, tout le monde sait et comprend qu'au-dessus des chefs d'État, au-dessus des présidents, etc., il y a quelque chose d'autre. Notamment ceux qui financent les partis. Bon, il y a du lobbying, il y a tout ce qu'on veut. J'en fais pas que ce sont des marionnettes, mais
De la même manière, les maisons d'édition ne sont pas du tout des marionnettes, mais dans le milieu très spécifique de, des écrivains fantômes, on est moins d'une dizaine en francophonie mondiale. Hein. Vous êtes moins d'une dizaine en France. C'est-à-dire que Ouais. toutes les célébrités, tous les attardés de télé-réalité qui sortent d'une émission, ils étaient à poil à la plage pendant 2 mois et ils sortent leur bio en 3 semaines et visiblement c'est du Marcel Proust. Pour écrire les trucs de tous ces gens-là, plus les politiques, et on les salue, qui n'ont pas écrit leur bouquin, plus les footballeurs, plus les machins, vous êtes 10. Non. Là, je parle uniquement de ce que moi je connais, c'est-à-dire les romans, parce que quand on parle d'écriture fantôme, où le nom est caché, etc., on parle vraiment des romans. Les hommes politiques, bien souvent, dans leur biographie, dans leurs livres qui sortent, va être indiqué en collaboration avec. Ok. Ce qui peut vouloir dire que l'autre a écrit 99%, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Il y a 2 types d'écrits. Ok. Il y a l'écriture explicative, c'est l'écriture journalistique, c'est les bouquins des hommes politiques. Donc bien souvent, le ghostwriter, l'écrivain fantôme, la plume, ce qu'on appelle dans ce cas-là, ça va être des journalistes qui ont cette formation-là que je n'ai pas du tout. Les romans, c'est complètement autre chose. Et j'ose dire et j'assume, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on ne fait pas juste rendre compte avec des explications. Il faut décrire les émotions. C'est ça le cœur du réacteur d'un roman. Donc, c'est une écriture qui est plus complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus... tu sais, demain, je vais écrire ta biographie. Je t'enregistre, tu me racontes tout ce que tu veux, je prends des notes et je retranscris et j'explique. Mais j'ai pas besoin de mettre d'émotion dedans. Quoi. Voilà. Oui, alors que là, et quand si je te touche parce que je te propose d'écrire ta biographie, il va falloir que je décrive ce que tu ressens. Genre, c'est hors de question. Quoi. Et quand justement, quand tu écris pour un écrivain, tu le rencontres plusieurs fois, genre vous déblatérez ensemble et t'enregistres des. C'est-à-dire le mec il dit par exemple j'ai déjà cette idée-là, tu mets le dictaphone, t'enregistres et puis après tu le mets en forme. Ou alors ça t'est déjà arrivé d'écrire un livre pour un mec, tu sais pour qui tu l'écris, tu l'as même pas rencontré. Non, quand même pas. Plus j'ai avancé dans ce métier-là, plus on m'a fait confiance et moins j'ai rencontré. C'est assez bizarre. J'ai eu très peu d'infos par rapport à l'auteur quand j'ai commencé. Le premier, on va dire, quand même un peu connu. Et au milieu de cette période-là, oui, j'ai eu pas mal d'échanges. Puis, je dirais les 2 derniers, des gens, on va dire qu'on se connaît, on a déjà appris à travailler ensemble. Donc, il y a comme une confiance, mais c'est des gens qui ont une précision chirurgicale. Et, on va dire, ils attendent que 80% du manuscrit soit écrit, puis ils rentrent dans le jeu et ils vérifient notamment si ça correspond à leur style. En bref, on a des auteurs qui, donc, comme on disait, n'ont pas tout le temps envie d'écrire. On a des sujets qu'ils n'ont pas tout le temps envie de choisir. Mais en fait, le grand gagnant de tout ça, c'est les maisons d'édition et le grand responsable surtout. C'est assez dur à dire, mais si le métier d'écrivain fantôme à haut niveau existe, c'est à cause du lectorat. La demande, elle vient du lectorat. C'est ça que je trouve aberrant, parce que les gens veulent le livre de leur auteur qui suivent depuis 15 ans, 20 ans. Tous les ans, ils attendent ça, ils précommandent dès que c'est disponible. À la limite, ils ne savent même pas de quoi ça va parler, mais ils le veulent, et ils le veulent régulièrement, rapidement. Donc, comme il y avait un marché, voilà. Par contre, le métier d'écrivain fantôme, ça date du 19e siècle. Et à l'époque, c'était moins tabou que maintenant. C'est ça qui est hallucinant. Tu pourrais nous faire un peu, tu connais un peu l'historique de ce métier-là? Je suis certain que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir entendu parler du livre Les Trois Mousquetaires, qui a été tourné au cinéma je ne sais pas combien de fois, d'Alexandre Dumas. Mais ce n'est pas Alexandre Dumas qui l'a écrit, c'est Auguste Maquet, qui était son écrivain fantôme attitré. Et qui en a écrit beaucoup? Ils ont mis en avant celui-là, mais ce que je veux dire, c'était pas un secret. Ou alors c'était un secret de Polichinelle. On est au 19e siècle. Puis maintenant, alors il y a des explications. Moi, je respecte ce système qui est en place, parce qu'il m'a énormément appris, mais c'est comme si les gens voulaient savoir, mais ne voulaient pas savoir. Voilà. Donc, on ne communique pas, et en ce qui concerne les romans, contrairement aux œuvres d'hommes politiques, de récits, de biographies, autobiographies, le nom n'apparaît nulle part. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé. Tu risques quoi
Tu risques quoi si tu romps un anonymat? C'est quoi? C'est contractuel, c'est marqué en énorme, je suppose, bien évidemment. Alors comparé au Non, métier d'agent secret, tu as le droit de dire à combien de personnes? Ta femme, ta famille proche, c'est ça? Tu as le droit non, de zéro. Puis quand tu parles d'agent secret, on n'a que le mauvais côté en fait. On n'a pas les bons côtés de l'agent secret. non. Parce que tu vois, même ma fille, bon, elle a des doutes, Oui. mais je le dis officiellement, je peux pas faire une réunion visio, je peux pas faire un truc non crypté, je peux pas l'avoir au milieu, je peux pas rien quoi. Ah ouais, Donc ouais, personne ne doit savoir la personne pour qui tu l'écris. ouais, ouais. Mais sinon, c'est quoi? C'est faute professionnelle, rupture de contrat immédiate, Oh oui, oh oui, oh et oui, tu peux être attaqué en justice? oui, D'accord. oh oui. Donc avant qu'on se parle, puisque on ne parle pas d'exclusivité, mais Non. j'avais promis à ton assistant de production et à toi de vous donner la primeur en tout cas, Mmh. euh, avant de me lancer là-dedans, parce que je ne vais pas passer le reste de ma vie à parler d'écriture fantôme non plus, hein, mais Bien sûr, bien sûr. on a verrouillé ça avec les avocats. Il y a 1 an et demi, j'avais pas le droit de parler de quoi que ce soit. Voilà. Même ce compte-là, tu aurais pas eu le droit? Non, je pense pas. Non. OK. Ouais, ouais. Mais les mœurs évoluent. Euh, on est à une époque où tout se sait, même une fois qu'on a trié les fake news et compagnie. Donc, je pense que c'était un peu sur le point d'exploser. Puis la demande est croissante sans cesse. Donc, moi, j'en sors maintenant, mais je pense que le métier d'écrivain fantôme va peut-être se développer plus. J'en sais rien. Ça, c'est pas moi. Là, on est dans la stratosphère. Là. Moi, je fais Ouais, pas ouais. partie de ce monde-là. Est-ce que tu as déjà refusé Des sujets, oui, des mais sujets ou des gens? sans rapport avec l'auteur, l'écrivain, ou Ouais, l'écrivain ne, parce que on en parlera plus tard. Mais d'accord. par contre, si demain j'apprenais qu'un des auteurs pour qui je dois écrire s'intéresse à ce qui, moi, soit me dégoûte, soit ne m'intéresse pas d'écrire, exemple, dans les thèmes, je suis absolument pas un écrivain de science-fiction, ni de policier d'ailleurs. OK. J'aime bien en lire, mais ça s'arrête là. Mmh. J'ai pas cette fibre-là. Bon. Par contre, il y a des sujets que je pourrais ni écrire sous mon nom et que j'ai déjà refusé d'ailleurs en écriture fantôme. Si ça Mmh. parle, je sais pas moi, Les mémoires de Jack Lang au Maroc, tu as pas envie de les écrire, par exemple? Non, Tu as pas le droit de dire pour qui tu as écrit, tu as pas le droit de dire qui t'a refusé aussi? honnêtement, ça m'énerve un peu parce que euh, le fameux algorithme, là, Mmh. alors il y a des gens derrière, hein, je sais pas comment tu les appelais tout à l'heure, mais il y a des gens qui bossent là-dessus, Mmh. qui ont un logiciel, etc. À chaque fois qu'ils m'ont. Ici à Québec, on dit matché, là. Mmh. Et qu'ils ont dit, tiens, ça pourrait marcher avec toi, ce livre, ce thème, avec le phrasé, la technique d'écriture de tel auteur. Chaque fois, ça a marché. Ouais, c'est bien fait. J'en ai écrit une dizaine à peu près, hein, puis pas une centaine, comme tu as dit dans l'annonce hier. Parce qu'il me faudrait 3 vies pour en avoir déjà écrit une centaine pour ces gens-là. Oui, 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 oui. Mais ça a toujours. Non, mais c'est rien, mais je voulais juste que les gens ne pensent pas que. S'ils trouvent que j'ai le melon, ben, c'est juste avec une dizaine en fait. Question très simple, hein, que je pose à tous mes invités, ton pire et ton meilleur souvenir? Le pire, c'est le premier livre que j'ai écrit en tant que professionnel, où là, j'avais pas encore la confiance de mes pairs, là, de Ouais. l'agence, on va dire. C'était un écrivain qui n'était pas très connu, donc c'était facile de lire des extraits sans reconnaître d'où ça venait. Et pendant des mois, j'ai travaillé sur ce style-là, avec des extraits qu'on m'envoyait. Je n'ai pas su le nom de l'auteur. Ça Le me temps que rappelle les mecs les, qui font du doublage, là, en ce moment et à Hollywood, ils racontent à quel point ça devient tellement horrible au niveau des droits d'auteur. Ils sont tellement parano que les films, ouais, sortent avant, que les mecs ouais, font du doublage sur des où en fait toute la scène, ils mettent un fond noir et ils mettent juste un trou autour de la tête du mec qu'ils doivent doubler. Ils savent pas de quoi ça parle, c'est c'est l'enfer. ça. Donc en fait, tu as écrit des trucs pour des mecs. Ouais, mais c'est aller jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que j'ai pas su Oh le le titre. putain! J'ai pas su le titre. Au début, j'ai cherché. Je me suis dit, ah, quand même, si c'est secret comme ça, même vis-à-vis de moi, il fallait que je fasse mes preuves, qu'il n'y ait pas d'incident pendant les 6 premiers mois. Bon, je vous en passe à des meilleurs. Mmh. Mais je me suis dit, je vais quand même chercher. Ça doit être quand même cool, quoi, de savoir pour qui j'écris. Ouais. Mais honnêtement, c'était pas quelqu'un de très connu, mais je n'ai pas trouvé. Et je vous promets que l'histoire est vraie. Je suis à Québec. L'équivalent de la FNAC, on va dire, qui s'appelle Renaud Bré. OK. Il y a des livres partout.
Je finis d'écrire ce livre, il est en vente, je sais rien. Rien. Je vais chez Renaud Bré, je cherche un bouquin à lire entre deux phases d'écriture fantôme. Le premier que je prends, je regarde la 4e de couverture, blabla. Hein. Je suis con, hein, des fois. Je suis, hein, c'est fou ça. L'histoire, ça ressemble à ce que j'ai écrit il y a 6 mois. Je tourne, je vois le titre, ça me dit rien. Je vois le nom de l'auteur, ça me dit rien. J'ouvre. C'était celui-là. Et donc là, tu leur as dit. Ouais. Ouais. Bah après, attends, non, mais là, j'avais le droit. J'étais. Là, on parlait d'ego tout à l'heure dans le gratin. Là. J'étais un peu frustré. Là. J'étais un peu fâché qu'ils ne me fassent pas confiance plus que ça au début. Mais je peux comprendre, il y a tellement eu d'histoires. Ah oui. Il y a tellement de. Voilà. La Donc carrière ça c'est le pire. Et honnêtement, je crois que tu m'avais demandé le meilleur. Le meilleur. C'est d'avoir écrit pour une écrivaine. Ouais. Ouais, parce que déjà, c'est plus compliqué de se mettre dans la peau de l'auteur, là, voilà. Puis d'avoir fait ce travail-là, non seulement en écriture fantôme, de prendre le style, mais qu'en plus, ça soit pour une. Oui, parce que là, le fait que ce soit une femme, ça avait une incidence sur la façon dont il fallait l'écrire. Ben, je pense que c'est comme dans la vie, hein, l'écriture. On n'écrit pas de la même manière si on est un homme ou une femme. Ouh là là, ça va se Ouh là là, alors là, on est en 2024. Hein. Je vais même te dire plus, je dois tout aux femmes, y compris les progrès que j'ai faits grâce à son style, à elle. Donc j'ai adoré ça. Voilà, si tu me demandes mon meilleur souvenir. Puis c'est pas avec ce livre que j'ai gagné le plus d'argent. C'est pas le livre qui a été tiré à plus d'exemplaires, mais j'ai vraiment aimé ça. Voilà. À quel point tu as ton mot à dire sur le contenu final? C'est-à-dire, une fois que tu as écrit le truc, le mec, est-ce que ça t'est arrivé, t'écris, tu l'envoies, le gars, ah non, c'est pas du tout ça que je voulais, faut tout reprendre, ou quelle part de digression tu as le droit d'avoir? Par exemple, tu te dis, ouais, mais je pense que vraiment, si le personnage, en fait, on s'aperçoit au milieu que c'est lui le méchant, franchement, je pense que c'est vraiment une dinguerie. Est-ce que tu as le droit? À quel point tu es cadenassé dans ce que tu as le droit de faire? Non, on est lu au fur et à mesure. J'allais dire quasiment chapitre par chapitre, au fur et à mesure de ce qu'on pond, mais en premier jet, quoi. Hein. C'est loin d'être abouti, puisque de toute façon, il faut savoir qu'au niveau professionnel, quand on a fini le manuscrit, on fait comme un film, en fait, on fait 3 montages différents. On inverse des chapitres, on essaie de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Voilà. Et puis après, on fait les liaisons. Donc l'écriture finale se fait vraiment à la fin. Mais c'est pas l'écriture proprement dite, mais le squelette, l'histoire, le canevas, le déroulé, à quel moment doit tomber ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire le point culminant au niveau de l'intrigue. Tout ça, c'est validé. On ne peut pas s'amuser à écrire 10-12 chapitres, 200 pages, et non, ça ne marche pas, il faut que tu recommences. Quoi. Ça... Alors, sans que ça nous donne trop d'indices, ton plus gros succès en termes de vente? Ils continuent, je pense qu'on est. Ils ont dépassé 400 000 exemplaires de vendus. Il faut savoir que c'est traduit. Il n'y en a pas 36 qui vendent 400 000, là, on peut commencer à. Si, il y en a, il faut. Je ne parle pas exemplaires français. Hein. Ok. Il y a des livres, au fur et à mesure, c'est des paliers en fait. Je dis n'importe quoi parce que ça dépend des auteurs, ça dépend des maisons d'édition, mais peut-être qu'à 20 000, 30 000 en France, hop, ça ouvre la traduction en italien et ça va être vendu en italien. Hop, ça cumule, etc. Mais pour te dire, j'ai même vu du coréen du Sud, quoi. Ok, d'accord. Voilà, donc quand on commence à cumuler, ça fait c'est des écrivains qui sont énormément lus, quoi. Voilà. Ça t'est jamais arrivé justement, parce qu'on va parler de ça, on va parler de l'ouvrage que tu sors en ton nom, mais ça t'est jamais arrivé d'en écrire un où tu te dis, ah putain, celui-là, j'aurais quand même aimé que ce soit moi qui le fasse, ou tu te dis, particulièrement quand tu fais un 400 000, tu te dis, tu vois, celui-là, ça me fait chier de l'avoir écrit pour les autres? Je pars du principe, puis ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les plus grands écrivains de ce siècle, tout a déjà été écrit. À partir de l'époque du romantisme, là, des Victor Hugo et compagnie, tout a déjà été écrit. Mais demain, on peut se mettre, je ne sais pas combien on est en ce moment, là. 2879. Bon, ben voilà, on peut se mettre les 2800 à écrire sur le même sujet, sur la même histoire, avec les mêmes intrigues. On va tous écrire différemment. Parce qu'on est la seule personne à pouvoir l'écrire de la manière dont on va l'écrire. Donc les sujets sont forcément revisités. Voilà. Si demain j'en vois un, moi, qui me jette par terre tellement j'ai envie de l'écrire, sur le sujet je parle, je ne vais pas me gêner pour l'écrire. Hein.
parce que j'ai écrit différemment. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle a mis fin au métier de porte-plume? C'est une autre formulation que je ne connaissais pas. Ou est-ce qu'elle l'a fragilisé? Est-ce que tu fais partie? Tu n'en fais plus parce que tu as quitté cette profession, mais est-ce que l'écriture fantôme est fortement, peut-être même l'écriture en général, concurrencée par ChatGPT? Alors, quand on parle de plume, là, ou porte-plume, bon, là, on parle de gens qui écrivent, notamment des journalistes, pour des autobiographies de sportifs connus ou de personnalités politiques. Peut-être que ça va être remplacé. Ce qui est certain, c'est que même dans le milieu éditorial, il y a des métiers qui sont... moi, par exemple, je fais affaire... j'ai à longueur d'année, tout au long de l'année, une personne qui est recherchiste, que je peux appeler n'importe quand, qui me fournit des détails de bâtiments pour que les scènes soient réelles dans des lieux qui existent réellement à l'autre bout de la planète où j'irai jamais. Ces métiers-là, malheureusement, ils sont en danger parce que c'est de la recherche, c'est du descriptif, c'est de l'explicatif, je veux dire. Ce qui est très compliqué à l'heure actuelle de demander à l'intelligence artificielle, c'est de décrire des émotions que la seule espèce vivante sur Terre, soi-disant la plus évoluée en tout cas, la nôtre, est capable de vivre et donc de décrire le mieux. Ouais. Donc je crois que l'écriture de romans, en tout cas, a encore un bel avenir. Voilà. Mais, comme on le voit d'ailleurs sur Internet, où essentiellement les vidéos, les mecs qui génèrent des vidéos avec IA, c'est quand même essentiellement des vidéos qui n'ont pas d'humour ou qui n'ont pas de second degré ou qui ne sont pas des analyses qui vont renvoyer à des trucs. Enfin, c'est souvent du descriptif plutôt et de l'analytique que du créatif. Ouais. Il y en a plein qui ont pondu des livres avec l'intelligence artificielle, qui se sont dit je vais en envoyer 100 à toutes les maisons d'édition. Ils écrivent ça en 3 mois, parce que c'est pas eux qui écrivent. Ils se sont pris un mur de face parce que de plus en plus, souvent maintenant, les maisons d'édition ont des logiciels à base d'intelligence artificielle, il faut le savoir, qui sont capables de détecter ce qui est écrit par l'intelligence active ou par l'intelligence artificielle, quoi. Quels sont les thèmes les plus vendeurs dans la littérature? Là, je vais parler cru, mais l'amour, le cul, l'argent, hein, ça n'a pas changé. En gros. Okay. Mais on parle de thème. Après, si on parle de sujet, je fais souvent référence au grand écran, qui impose beaucoup plus par l'image, mais des films comme Le Parrain, on pense à la mafia italienne, etc. Mais c'est que l'intrigue, le sujet, c'est la famille. Donc, c'est des films forts, quoi, à thème. Dans la littérature, c'est la même chose. On peut avoir des thèmes très forts, tout en parlant, je reprends, je suis encore graveleux, d'amour, de cul et d'argent. Mais sans que ça soit le sujet. Voilà. La rémunération se fait-elle à la tâche ou à la commission sur vente? Et est-ce que c'est un métier bien payé aussi, d'ailleurs, question que je vais vous proposer? Ouais, c'est une super question parce qu'à ma connaissance, il y a 3 niveaux de rémunération. Ok. La première, c'est l'écrivain fantôme de base, comme j'ai commencé. J'ai écrit un livre pour un pote qui voulait léguer son histoire de vie à sa famille. J'ai rien gagné du tout, mais c'était un plaisir, un échange. J'étais tout le temps avec lui, donc là, on gagne 0. C'est la passion. Il y a le deuxième niveau, puis ça, je préfère attirer l'attention là-dessus, que les gens n'aillent pas se faire avoir. On peut en trouver plein sur Internet, des agences, ce qu'on appelle littéraires, qui vont vous proposer d'écrire votre histoire, votre livre, de le corriger, etc., de bien les vérifier leurs compétences. Voilà. Et là, c'est facturé, ça peut être à la tâche, ça peut être à la page, ça peut être au nombre de mots, puis les tarifs varient, puis franchement, je les connais pas, je les connais plus. Et après, il y a la catégorie, j'allais dire, suprême, où en tant qu'écrivain fantôme, on est comme l'auteur final. On a un pourcentage de droit d'auteur. Voilà, sur le nombre d'exemplaires vendus. Qui est confidentiel. Ok, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Mais ça peut aller jusqu'à avoir une avance. Je vais rajouter les questions. Sur les ventes. Voilà. Donc c'est ça, c'est les 3 niveaux. Ok.
Il y avait une question qui a été posée, mais je pense qu'on peut l'élargir. Les gens ont demandé si J.K. Rowling avait un écrivain fantôme, mais la question, on peut l'étendre. Est-ce qu'il y a des auteurs pour lesquels tu n'as pas travaillé, donc tu ne dis rien, où c'est soit de notoriété publique qu'ils n'écrivent pas leur livre ou une grande partie de leur livre, ou est-ce qu'il y en a que toi, à titre personnel, tu soupçonnes ouvertement de ne pas écrire tous leurs livres? Moi, je soupçonne rien tant que j'ai pas eu la preuve, Ouais. soit du méfait, Mmh. soit du contraire. Qui je suis, moi, pour avoir des preuves, pour dire quoi que ce soit. Je sais que c'est la mode, hein. Ouais, Comme ouais. Jean Dujardin qui avait dit il faudrait créer un hashtag ferme ta gueule, quoi, parce qu'à l'heure actuelle, n'importe qui a une idée, va la balancer sur les réseaux avant même d'avoir réfléchi. Donc honnêtement, c'est pas de la langue de bois, j'en ai aucune idée. Il y a eu c'est vieux, je crois que c'était Paul Loup Sulitzer qui disait qu'il écrivait ses livres lui-même, puis ça n'avait pas été le cas avec Monet. Bon, donc ça avait fait un scandale. Maintenant, est-ce que ça existe dans d'autres pays qu'en francophonie, je répète, mondiale, pour des auteurs américains, etc. Là, je peux m'avancer un peu plus, puisque j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'écrire un livre pour un auteur américain. Ouais. Donc tu l'écris en français, ils le traduisent après? Ouais, c'est ça, ça a été un truc de fou. Puis c'est là où, notamment, les jeunes, il faut leur expliquer qu'on a une langue et une grammaire exceptionnelle et riche. C'est qu'en fait, les ricains, ils se sont rendus compte que certains livres de leurs grands auteurs américains, quand la version française sortait, la version française était meilleure que la version d'origine. Parce que c'était déjà en français au départ avant d'être traduit, quoi. Non, pas du tout. Ah, pas forcément, mais je t'explique. Ouais. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est une première mondiale, à ma connaissance. Mais juste parce que le traducteur de base qui traduisait la version anglaise, donc américaine, ben, il a plus d'outils, il a plus d'adjectifs, il a plus de moyens pour rendre le livre en français meilleur. Donc, partant de ça, puis là, je ne peux pas trop en dire là-dessus, on a été contacté, il y a une collaboration avec les États-Unis. Et ils ont décidé d'écrire d'abord la version en français. Ce que j'ai fait. Puis là, je n'ai pas pris ma casquette d'écrivain fantôme pleinement. J'ai écrit dans un style neutre, facile à adapter après en anglais. Puisque je ne pouvais pas écrire en anglais. Même sous la torture, je n'écrirais pas en anglais. Et ils ont pris un deuxième écrivain fantôme. Donc c'est comme ça que je sais qu'il y a des écrivains fantômes anglophones aussi, américains et autres. Et lui a adapté en traduisant au style et à la patte de l'auteur archi connu américain. Non, mais je me suis dit, ça aurait pu t'arriver, toi, tu sais, parce que tu lis énormément, mais d'avoir des doutes. C'est-à-dire, par exemple, un auteur dont tu lis, je ne sais pas, beaucoup d'ouvrages parce que tu l'aimes bien, et puis à un moment, tu te dis, attends, celui-là, c'est non, celui-là, il prend pas pour. Tu sais, est-ce que toi, tu arrives à détecter où c'était arrivé qu'il y a des trucs qui vont, comme on dit, te trigger ou t'alerter dans un livre qui sont des signaux, comme tu disais, il y a des IA qui détectent le ChatGPT, mais je pense que quelqu'un d'entraîné comme toi, je me demandais, est-ce que des fois, ça t'arrête, tu te dis, non, celui-là, il l'a pas écrit. Celui-là, il y a. Non. Non, honnêtement, non. Ben, si, quand c'est des amateurs, entre guillemets, là, tu sais, qui ne savent pas aligner deux mots dans une émission de télé, et puis te sortent un livre où c'est écrit super bien. Mais bien souvent, à ce niveau-là, ils vont le dire, quoi, qu'ils ont été en collaboration avec un tel. Bon. Mais au niveau des auteurs du calibre supérieur, je pense que je suis comme tout le monde. Hein. Je vais voir combien de livres il sort par an, quoi. Puis la grosseur des livres. Quand j'en vois 2, 3 par an, je me dis wow. Pour toi, c'est quoi? Enfin, après, chacun, je suppose, a son rythme. C'est possible, hein, mais tu fais que ça. Voilà. T'es pas en promo. Pas être dans la matinale de Laurence Ferrari tous les matins, tu vois. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué de faire les deux. Après, j'ai un exemple, enfin un contre-exemple, puis je fais exprès d'enfoncer les clous là-dessus, parce qu'il est décrié peut-être pour plein de choses, mais moi, je lui reconnais cette valeur-là. Un écrivain comme Alexandre Jardin, il a 3 cerveaux et apparemment, il n'a pas besoin de sommeil, quoi. Il a tout le temps 40 projets à la fois. Il est capable de t'écrire un chapitre entier sur le coin d'une table dans un café avec un bruit pas possible. Je l'admire pour ça. Je trouve que c'est dangereux physiquement, mais il vit comme ça depuis 30 ans, quoi. Donc, voilà. Donc lui, il est très prolifique et je peux te garantir qu'il écrit ses livres. Voilà. Il y a une question qui a été posée.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains fantômes dans l'histoire qui, comme toi, ont dévoilé leurs identités? Est-ce que la majorité le font ou le font pas? Ce que tu fais, c'est atypique de dévoiler son identité pour, un Ben, écrivain? à haut niveau, je ne suis pas certain qu'entre Auguste Maquet et moi, du 19e siècle, là, il y en Mmh. ait eu beaucoup. J'ai 2 questions, Oh, 2 dernières qui ont été posées. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu dirais que la valeur d'un livre dépend davantage de sa promotion ou de sa qualité intrinsèque? Vu que tu as beaucoup dénoncé un peu cette businessisation, on va dire, du milieu. Est-ce que vraiment pour toi, la qualité intrinsèque est passée derrière la promo? ben, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens lisent ce qu'on leur propose. Et clairement, à l'heure actuelle, le Mmh. meilleur bouquin, s'il n'y a pas de promo, il ne sera jamais lu. Il y a pas d'exemple récent de vraiment de bouquins qui ont explosé, genre, personne l'a vu venir, c'est la pépite, ultime, il y a eu aucune promo et ça a fait des cartons? Sans promo, non. Mais il y a quelqu'un qui a très bien joué son coup depuis 1 an et demi, 2 ans. Mmh. C'est Melissa d'Acosta, OK. que quelque part personne n'avait vu venir et qui est passé numéro 1 des ventes françaises devant tous les autres, je pense, pendant une année. C'est-à-dire devant Musso, devant Virginie Grimaldi, devant Marc Lévy, j'en passe. Alors il y en a qui n'avaient pas écrit pendant 1 an, mais Mmh. dans le gratin, j'ai l'impression que pas Ouais, grand monde l'avait vu venir. Mais sauf qu'elle, elle avait, je crois savoir, une formation déjà dans ce milieu-là. Elle a très bien joué son coup. Euh, puis le public est là, son lectorat est là, donc félicitations, quoi. Et il y Mais avait une dernière à mon question. niveau, j'en connais pas d'autres. Oui. Il y avait une dernière question. Qu'est-ce qui ressort de votre expérience d'écrivain fantôme dans votre écriture personnelle? C'est-à-dire que toutes ces années que tu as passées à faire ce Ouais. métier, à quel moment tu as vu que ça avait une influence sur la façon dont tu exerces en tant qu'auteur Ouais. aujourd'hui? La technique. Ouais. Clairement, parce que quand on est en mode création, on a deux hémisphères au niveau du cerveau. Là. Il y en a un qui est logique, l'autre qui est créatif. Mmh. Quand on pond, quand on se met à écrire, là, qu'on ne sait pas ce qu'on va écrire des fois, mais que ça part dans tous les sens, Mmh. il faut oublier la technique. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour arriver à oublier la technique, il faut la maîtriser. OK. Donc ce que m'a apporté l'écriture fantôme, c'est ce niveau technique que je n'avais clairement pas avant, même à Mmh. l'époque où j'ai gagné les 2 concours d'écriture. Mais après, au niveau de mon phrasé, de mon rythme, de ma manière d'écrire et de mon style, ça m'a absolument rien apporté, puisque quand je suis écrivain fantôme, je mets une casquette, j'adopte un tempérament, un style d'écriture, puis quand j'écris sous mon nom, je ne m'amuse pas à recopier tel ou tel auteur. Quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est marqué sur ma tasse. Hein. C'est en anglais, mais je suis un écrivain. Chaque chose que vous dites ou que vous faites peut devenir une histoire. On, on- Mmh. on est des escrocs quelque part, parce qu'on pompe la sève, les histoires, les tranches de vie des gens, Mmh. on les couche par écrit et on leur revend. Ouais, c'est vrai. Donc, il ne faut quand même pas oublier pour qui on existe et pourquoi on existe. Donc, puis c'est ce lien-là, je ne sais pas si on en est à ça, mais moi qui m'a beaucoup manqué, parce que d'aller sur des pages à 500, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux, de voir des commentaires sur des livres que, modestement, j'avais quand même écrits, voilà. Ah Et non, puis de c'est ne pas pas pouvoir échanger, aussi bien pour des gens qui ont des mmh. critiques, qui n'ont pas aimé, parce qu'on a le droit, euh, ou pour qui, je cite, hein, ça a changé la vie. Bon. C'est ça qui t'a vraiment donné envie d'écrire en ton nom, quoi? C'est de te dire, c'est la question que je Ouais, t'avais parce que posée au j'ai début, vécu, c'est au bout j'ai d'un moment, vécu merde, quoi, j'ai envie de parler avec les gens, j'ai envie de pas merde, mais je suis à une étape de ma vie où j'ai besoin d'être au service des lumineux, des fragiles, des insoumis du tiède. Voilà. Et là, je suis un peu plus critique. Quand je parle des insoumis du tiède, c'est que les fous de lecture lisent de manière compulsive ce qu'on leur offre. Mais on sait que ce qu'on leur offre depuis des années, ça marche. Ok. Mais est-ce que c'est pas le moment de leur offrir des choses un petit peu différentes plutôt que toujours les mêmes histoires qui se passent un coup à New York, un coup à Paris, un coup à machin, que la vie est merveilleuse et que voilà quoi. Euh, donc
je suis beaucoup dans cette notion-là. Voilà. Quitte à ce que j'en vende moins que mes chers collègues, c'est pas grave. Mais puis le livre, encore une fois, pour moi, reste un prétexte. Mon but, c'est pas juste d'écrire, c'est de pouvoir réécrire sous mon nom pour aller à la rencontre de ces gens-là, des sages, mais pas trop. Voilà. Quitte à écrire des livres comme La profondeur du lac et avoir quelqu'un qui me dise ah, j'ai vraiment pas aimé. Mais du coup, tu peux nous présenter cet ouvrage? Je peux, oui, je peux. Ah oui, oui, là, on rentre dans la partie que j'aime moins, mais bon. Il va falloir t'y faire. Déjà, parce qu'après, tu vas commencer à faire les plateaux et tout. Ça va, là, en direct, on est 2008. Allez. Partez pas, les gens, s'il vous plaît, partez pas maintenant. Ah, bah non, carrément pas. Mais là, il faut que tu le. Allez, faut que tu affrontes ça. Donc là, je redeviens sérieux. Mais en fait, à l'écriture de ce livre, j'ai eu le désir fou, j'avoue, d'applaudir tous ceux qui ont la force de se relever et de se réinventer. Voilà, c'était ça mon but quand j'ai écrit. Par voie de conséquence, parler à ceux qui ont abandonné, qui n'ont plus la force, afin de les encourager. C'est vraiment en rapport avec l'histoire du livre. Hein. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le bonheur, c'était quelque chose de très éphémère, que le goût de vivre aussi. Là, il faut que tu arrêtes de changer d'écran, j'ai les yeux, je ne sais plus où il faut que je vais. Et que ce fameux goût de vivre, il était parfois soumis aux mêmes règles que celles de l'amour. Pour moi, le lien avec le parallèle entre ce qu'on recherche dans l'amour et le goût de vivre et la recherche du bonheur, on va dire, tout est une question d'entretien, d'intensité, hein, quand on parle d'usure du couple, d'état d'esprit dans la durée, en fait. Voilà. Et en fait, dans ce livre-là, pour faire une histoire courte, le personnage principal, qui est un sportif de haut niveau, enfin un des personnages principaux, il va croiser la route d'une petite fille, en fait, qui va lui redonner le goût de vivre. Et en fait, pour elle, il est prêt à tout surmonter, y compris les drames de sa vie. J'ai voulu mettre un sportif de haut niveau parce que justement, je voulais mettre en lumière le revers de la médaille. Ces gens-là qu'on a vus au JO et dans nos disciplines favorites, on les considère souvent comme des héros, des surhumains qui réussissent tout, etc. C'est pas vrai du tout. Puisque moi, j'en arrive un peu de là, dans un domaine un peu plus spécifique qui est le sport automobile. C'est pas vrai qu'un pilote automobile a jamais peur, par exemple. Mais ce qu'il faut, c'est avoir peur avant, après, et pas pendant, idéalement. Puis j'ai vu beaucoup de vulnérabilité dans mon milieu, notamment, qui est un milieu de macho, hein, à l'heure actuelle encore. Je voulais mettre un nageur au départ. Ça n'a rien à voir avec moi, ni mon histoire, parce que ce personnage n'est pas moi. Puis ça m'a été déconseillé parce que en 2024, les femmes notamment apprécient de plus en plus le sport automobile. Les gens se rendent compte que ce sont vraiment des athlètes de haut niveau. Bon. Et il y a un phénomène de mode aussi, un peu avec la Formule 1, etc. Mais il n'en reste pas moins que on peut prendre n'importe quel sportif de haut niveau, toute discipline confondue, il a une part de vulnérabilité. C'est ce que j'explique dans ce livre, que la vulnérabilité peut devenir une force, en fait. Parce que c'est lié au fait d'être vrai. Il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup cette thématique du vrai, hein, pour quelqu'un qui, justement, avait envie de dire la vérité et de se mettre en lumière. Et ben voilà. C'est parce que ce sont des thèmes, j'ai au moins 10 livres à écrire en rapport avec ces thèmes centraux, avec des histoires totalement différentes. Là, je suis déjà sur le prochain, mais c'est central dans ma vie. Tu vas tous les écrire? Ah, ça, on verra. Hein. Ah, d'accord, ok. On verra. Ouais. On va voir déjà celui-là, comment il est accueilli, puisque il sort à peine maintenant en France. Mais vous avez le lien en description. En description de la vidéo, vous avez le lien pour vous le procurer. Tu veux qu'on mette le lien d'une maison en particulier Ouais, déjà, il est disponible dans plus de 5000 librairies en France à l'heure actuelle, plus 200 et quelques en numérique. Puis après, il est sur tous les sites
de plateformes. Ah Je oui, ne sais pas si on d'accord. a le droit de citer, là, Amazon et compagnie. Tu as totalement le droit, tu es pas à la télé. Voilà. Puis, dans les liens que tu vas mettre, il y a patrick-pelletier.com qui fait référence à tout ça. Mais encore une fois, c'est un prétexte parce que dedans, il y a également, dans les thèmes propres à ce livre, quelque chose, moi, qui me ressemble, qui est l'humour, qui est le second degré, qui est l'autodérision. Donc c'est ça en style, parce que quand tu nous présentes, ouais, c'est plutôt un livre que tu qualifierais d'optimiste ou Ah oui, de oui, bien sûr. ton Mais style à toi du optimiste, coup. Oui. comment dire, j'ai les premières critiques littéraires qui commencent à arriver et je remercie ces gens-là parce que le premier accueil a l'air bien, je ne me suis pas fait détruire pour l'instant. Ils parlent d'une ode à la résilience, mais j'apprécie énormément, hein. Mais qui suis-je moi pour parler de résilience? Je ne suis pas Boris Cyrulnik, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas de formation dans le domaine de la relation d'aide, psychiatre ou quoi que ce soit. C'est un roman, mais je suis très touché qu'il soit qualifié avec ce terme-là, pas dans l'optique de ce qu'on voit notamment au Québec qui me saoule profondément, qui est le développement personnel. Ouais. T'as Ça, échappé à je ce peux truc-là. pas. Non, mais je peux pas, hein. C'est juste un avis. Chacun fait ce qu'il veut, mais je me livre en toute authenticité justement à ce niveau-là. Mais c'est parce que dans la résilience, l'étape ultime, c'est l'humour. C'est se Ok, casser donc. dans la gueule dans la rue. Puis au lieu de se préoccuper à savoir si quelqu'un nous a vu ou quoi, c'est en rire. Donc si c'est valable pour un cassage de gueule dans la rue, ça peut être valable pour les pires épreuves qu'on peut traverser avec du temps, avec du recul, après avoir été en colère, voilà, ce qui a été mon cas dans ma vie, puisque j'ai été confronté à la mort prématurée, à plein d'affaires, quoi. Mais ça m'a jamais enlevé ma joie de vivre, au contraire, au contraire. C'est ça être épicurien, c'est carpe diem, hein, c'est en latin, c'est cueille l'instant présent. C'est chaque matin est un Un ode à nouveau monde, quoi. l'épicurisme. Voilà. Intéressant, un ode à l'épicurisme. Et du coup, là, tu as une boulimie. Tu dis, tu vas en écrire 10. Genre, tu as programmé tes sorties sur. Ouais, non, j'ai des sujets plein la tête, quoi. Tout en parlant des thèmes porteurs. Mais j'appelle ça des thèmes, moi, pas des sujets. Je vais pas faire un livre où ça parle que d'amour, ou un livre où ça parle que de cul, ou que d'argent, ou que de politique, ou que de. Mais par contre, tous ces sujets-là, pour moi, ont un point commun, qui est le cœur nucléaire de l'affaire, hein, de l'humain, c'est être vrai. Et c'est un jeu de mots, ça n'a jamais été aussi vrai qu'à l'heure actuelle. Regarde, c'est merveilleux ce qu'on fait aujourd'hui. En janvier-février, en parlant de ça, tu as eu du mal à me faire venir, mais je suis en France, hein, pour la promo, hein. Donc, Ouais. je veux rencontrer les gens, mais on n'a jamais eu autant de moyens de communication instantanés, d'afflux d'informations. Mais est-ce qu'on parle autant en profondeur, d'où le titre du livre, La profondeur du lac, qu'avant d'avoir tous ces moyens-là? Est-ce qu'on est dans un monde en profondeur ou dans un monde de surface, d'apparence? C'est une question que je pose, hein. C'est presque politique ta question, parce que je sais que tu nous as Ah ben fait. si on parle politique, alors là, Ouais, bah, on peut, hein. Je sais que tu es il y a de abonné à quoi la dire, chaîne. hein. Ouais. Bon, mais Tu as prévu d'écrire sur le sujet? C'est un sujet qui, toi, te serait une source d'inspiration, la politique, pour toi, même du point de vue du roman? oui, parce que quand je veux parler d'un de mes thèmes favoris, d'un sujet central qui est l'authenticité, il faut que je parle du contraire. Donc là, Du coup. parler de la politique, je peux faire 3 tomes là-dessus, hein. Mais de ce que chacun sait, de ce que chacun voit, si on prend le temps d'y réfléchir. Pas juste se faire entraîner comme les moutons de Panurge. Il y en a un qui saute et les autres suivent, quoi. Puis ils arrivent en bas, ils savent même pas pourquoi ils ont sauté. Pourquoi ils ont soutenu telle ou telle idée. Voilà. Donc, je suis pour la liberté d'expression, tout parti confondu, pas à sens unique. Donc on rappelle la sortie de ton premier ouvrage, La profondeur du lac. Vous trouverez le lien en description. Allez prendre quelques secondes pour jeter un coup d'œil, lire le 4e de couverture. Vous le procurez si vous en avez envie.
Vraiment, tu nous as fait un super cadeau de nous réserver l'exclusivité de cette première interview à visage découvert, ou en tout cas, tu parles de cette activité qui a été la tienne jusqu'à aujourd'hui. On te souhaite vraiment, vraiment le meilleur en matière de succès, en matière de vente pour ce premier ouvrage. On espère que tu atteindras tes objectifs. D'ailleurs, c'est quoi tes objectifs? Alors, on va pas annoncer des chiffres, c'est un peu bête, mais je veux dire, pour toi, c'est quoi un livre qui a réussi? Pour moi, un livre qui a une réussite, c'est un livre qui a rencontré son lectorat. Ouais. Moi, je veux pas partir avec celui-là, par exemple. Je veux pas partir en me disant je vais en vendre 10 000 d'ici le mois prochain. J'en sais rien. Par contre, chaque fois que quelqu'un va lire ce livre-là, La profondeur du lac, chaque fois que je vais recevoir un message, puisque je gère moi-même mes réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est pas toujours le cas, hein, c'est un moyen pour moi d'aller en janvier-février, je vais aller où le vent va me porter, je vais aller partout en France notamment, dans la moindre librairie, offrir des causeries littéraires sur les sujets qui me tiennent à cœur, dont ce livre permet une connexion. Je veux aller rencontrer ces gens-là, je veux pas juste qu'ils achètent mon bouquin, puis si ça leur plaît, je veux savoir pourquoi, et si ils n'ont pas été contents, je veux savoir aussi pourquoi. La plus grande source de progrès, je pense, pour un écrivain, c'est le lecteur. C'est une belle façon de conclure, et je pense que tu recevras des messages, puisque vous trouverez en description de la vidéo le lien pour se procurer ton ouvrage, et je pense que tu auras des messages de lecteurs qui viendront te dire qu'ils t'ont découvert ici. J'espère que tu en auras beaucoup, tant pour flatter mon ego que pour aider tes ventes. Et ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui t'aurait semblé important à dire dans cette petite soirée qu'on a passée ensemble et que tu n'as pas eu le temps de dire? Oui, pas en Oui. rapport avec le livre, mais te remercier, toi et ton assistante de prod qui a été super pro avec moi, parce que vous êtes les premiers à avoir réagir. Et tout à l'heure, je parlais du film Le Parrain sur la mafia. Là, je vais mimer, tu sais, De Niro. Là. Je m'en souviendrai. Merci. Merci à vous. Merci à toi. C'est vrai qu'il a fait un super boulot et qu'on a à faire de plus en plus d'émissions parce qu'il est là pour nous aider à la programmation avec Armand aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Merci à toi d'avoir été là. Je te dis à très, très vite. Merci aux 2558 spectateurs qui sont encore présents. Merci à la régie. Merci à l'invité. Comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios. À très vite.